Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Bertrand Barbet. Bonjour. Bonjour Salut Bertrand, Jérôme. j'adore quand on dit toujours bonjour dans une interview. Genre les mecs, tu vois, ils arrivent dans l'interview et ils ne sont pas dit bonjour avant, ils s'installent et paf direct, ils disent bonjour. Bon non, on s'est vu avant, Bertrand vient d'arriver. Bonjour à tout tous, ça. voilà. Bonjour à tous, bonjour à vous. Voilà. Donc en fait, oui, Bertrand Barbet est représentant de Limber. Donc qu'est-ce que tu fais chez Limber? Tu es CMO? Ouais, exactement. T'es le boss du marketing. Exactement, cofondateur et c'est moi. Donc aujourd'hui, je vous parle de Limber. Alors Limber, moi j'ai rencontré Bertrand et Dauphine. Je veux toujours l'appeler Daphné, mais c'est Dauphine. C'est Dauphine, ouais. Il y a quelques temps, fin de l'année dernière, et en fait, voilà, on s'est rencontrés début janvier, on s'est rencontrés début d'année dernière, et j'ai démarré le pilote Limber l'année dernière, en début d'année, cette année, en janvier 2017. Et j'ai beaucoup apprécié cette solution parce qu'en fait, moi, je travaille beaucoup en ce moment sur tout ce qui est employee et customer advocacy. Donc ça, customer advocacy, j'ai fait depuis très longtemps. Je travaille beaucoup sur ce sujet. Et l'employee advocacy, alors, disons les choses clairement, hein, de quoi il s'agit, c'est de... En gros, ce sont les porte-paroles, utiliser nos clients et nos ambassadeurs à l'intérieur de l'entreprise en tant qu'effectivement porte-parole. Donc le customer advocacy, c'est le fait de faire parler ses clients pour justement promouvoir la marque, la solution, ce que vous voulez. Et en l'occurrence, je travaille beaucoup, moi, sur l'employee advocacy, c'est-à-dire que j'utilise la force commerciale de l'entreprise ou la force stratégique des gens qui sont des communicants, des gens qui sont visibles de l'extérieur, justement, pour utiliser leurs réseaux sociaux et les faire parler de la marque et des solutions qu'on a à proposer. Alors effectivement, Limber, c'est vraiment là, on est vraiment dans le match parce que pour plein de bonnes raisons. Mais tout d'abord, je voudrais que Bertrand, tu nous proposes, que tu nous parles effectivement de la création de Limber. Parce que moi j'aime bien, il y a d'autres solutions hein, que Limber sur le marché, mais avant tout on a une approche humaine, ça a fité, on s'est bien entendu rapidement. Absolument. La solution correspondait effectivement à ce dont j'avais besoin, et plus même d'ailleurs, j'ai découvert des choses qu'on pouvait faire que j'avais pas forcément imaginé. Et du coup, voilà, alors comme c'est d'abord une histoire d'homme, j'ai envie de savoir un peu, c'est quoi l'essence, l'ADN de Limber? La genèse de Limber. La genèse. Alors, exactement. Alors, Limber, en fait, est né au départ dans le cerveau, on va dire, dans l'imaginaire de 3 personnes. Donc, on est 3 cofondateurs à l'origine de Limber et on a travaillé tous les 3 dans une précédente startup qui s'appelle Bonitasoft. Et dans le cadre du développement de cette startup, qui a levé beaucoup de fonds, qui a bien marché, on a ouvert beaucoup de bureaux à l'étranger, etc., on a mis en place des démarches de content marketing ou d'inbound marketing. C'est vraiment tout le sujet de notre plateforme, c'est le contenu. L'idée étant de pouvoir finalement montrer son expertise, l'expertise de l'entreprise ou du logiciel que l'on vend, non pas en disant on est les meilleurs, on est les moins chers, achetez-nous, etc., mais montrer son expertise par du contenu qualitatif. Ça peut être du livre blanc, ça peut être des infographies, ça peut être des vidéos, comme tu es en train de le faire. Et le fait de mettre en place ce genre de démarche nous a mis en face de 2 grosses problématiques. La première, c'est, bon, étant donné que l'équipe grandissait, on avait pas mal, donc, comme je le disais, de bureaux à l'étranger, et finalement, chaque équipe se créait un petit peu son contenu de son côté. Et nous qui étions à la Corp et qui devions manager un petit peu tout ça, on avait du mal à suivre tout ce qui était créé, et surtout, on n'avait pas de vision globale de tous les assets marketing finalement dont on disposait, qui existait en magasin. Ce qui fait que parfois une équipe aux États-Unis crée un contenu sur un sujet donné et 2 mois après, une équipe d'un autre pays recrée un contenu from scratch sur le même sujet, alors qu'il suffisait juste de le retraduire ou de le reprendre. Donc ça, c'était la première problématique, c'était comment est-ce qu'on fait pour permettre à une entreprise d'avoir une vision globale de tous les assets marketing qu'elle a en magasin pour pouvoir, et on le verra après avec la plateforme, exploiter ce contenu-là sur du moyen ou long terme. Et la deuxième problématique, c'était finalement, maintenant, c'est la problématique de tous les marketeurs, c'est le ROI. Maintenant, autrefois, en tout cas, les directions générales nous considéraient les marketeurs comme un centre de coût. Mais maintenant, on doit être un centre de profit. Donc, on doit être capable de mesurer le ROI de toutes nos actions. Et finalement, c'est ce qu'on a voulu faire aussi avec Limber. C'est la problématique qu'on a eue, en l'occurrence, chez Bonita. C'était, OK, on crée un contenu, on sait qu'il nous coûte tant. Et à part dire oui, on a eu des likes, on a eu des retweets, des vues, etc. On est content, voilà, ça constitue pas du ROI. Exactement, ça. Voilà. Et nous, ce qu'on voulait, c'est dire OK, très bien, ça nous a coûté tant, ça nous a rapporté tant, de façon tangible, en termes de leads ou même, quitte à aller plus loin, à pouvoir suivre ces leads jusqu'au chiffre d'affaires généré. Et Limber est né de là, voilà, de ces problématiques-là, et se dire, il faut vraiment imaginer une plateforme
qui puisse finalement prendre en charge le contenu une fois qu'il a été créé, aller être capable de l'exploiter, de le diffuser, de le rediffuser, dans le but d'amener du trafic toujours continu et régulier sur ce trafic-là, et surtout pouvoir gérer la conversion qui va derrière, et pouvoir mesurer si finalement ça, in fine, rapporté du chiffre d'affaires ou pas. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est très clair, c'est très clair. En termes de postulat de départ, effectivement, c'est très clair. Donc 3 cofondateurs, quelles sont la répartition des rôles un peu? Donc toi, tu es plus sur la partie marketing. Ouais, marketing commercial. On a Yon Akurio, qui est notre CTO, qui est notre geek en chef. Le geek. Il a une barbe? Pardon, non, il n'a pas de barbe. Il a pas de barbe. Il n'est pas gros, il n'a pas de barbe? Non, non, c'est pas un vrai geek alors. Ouais, c'est un geek un peu différent parce qu'il est d'origine péruvienne. Donc c'est un péruvien, il a un petit accent. Et il est très très bon. Donc on bossait également avec lui chez Bonitasoft. Et on a donc mon ancien boss chez Bonita, qui était directeur marketing monde de Bonitasoft, qui est maintenant donc notre CEO, et qui lui s'occupe vraiment de la vision produit et surtout le lien avec la R&D. Moi je suis absolument pas geek, donc du coup je remonte les demandes clients ou les besoins. Jérémy les traduit en mode on va dire technique, et puis c'est un cercle vertueux d'amélioration continue du produit. Voilà. D'accord. Donc Vélizy, vous êtes basé à Limber. Limber, vous êtes basé à Vélizy? Exactement. Voilà, donc c'est un produit 100% français. 100% français. On a même commencé, pour te raconter la vraie histoire, on a commencé chez moi, dans la chambre de ma fille qui n'était pas née. D'accord. Donc on était tous les trois, on a installé une chambre, on a installé une table et on s'est mis tous les trois à commencer à bosser. Voilà. Et quand elle est née, elle dit et bon, allez, circulez maintenant. Voilà, ma femme a dit bon les gars, vous êtes gentils, mais maintenant il faut bouger. Et voilà, donc on est allé du coup à Vélizy. Ouais. Mais c'est comme ça qu'a commencé Steve Jobs. Hein. Je te souhaite le même avenir, en tout cas, le même avenir, pas jusqu'à la fin, mais en tout cas, je te souhaite le même avenir professionnel. Mais c'est comme ça qu'ils ont commencé. Alors, moi, c'est quand même quelque chose que j'aime bien. J'ai bossé avec des grosses boîtes américaines, des grosses structures. Je ne vais pas les nommer, mais c'est vrai que quand tu bosses avec une grosse structure qui est étrangère, donc tu n'as pas forcément l'accès direct à justement les gens qui développent ce genre de choses, c'est plus compliqué. En gros, tu fais avec ce qui est là. Voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé dans notre relation depuis le début, c'est qu'à chaque fois que je t'ai dit, écoute, ça va pas, pas de problème, Jérôme, on développe. Ouais. Et ils ont développé, hein. Ils m'ont fait le truc. Donc j'ai demandé des choses, ils me les ont fait. Donc il y a des choses dont je peux... Voilà, c'est vrai qu'on pourrait mettre un copyright Jérôme Vosgien sur le... Non mais ça c'est vraiment agréable parce que honnêtement, bon, il n'y a pas une solution qui réalise tous mes rêves sur le marché. J'utilise Limber pour effectivement faire encore des choses et des features dont on va parler dans un instant. Mais effectivement, c'est vraiment agréable quand même de pouvoir justement avoir ce lien avec quasiment proche du dev, des gens qui réfléchissent à faire évoluer la solution. Bon, je t'ai pas demandé des choses non plus complètement immensément farfelues. Non. Donc forcément c'était dans la lignée de ce que vous faisiez. Très bien. Bah écoute, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que ça fait techniquement Limber maintenant et pourquoi est-ce que... alors c'est pas forcément une vidéo de vente, hein, j'ai pas envie de vous donner... j'ai juste, en fait, c'est surtout une vidéo de partage d'expérience. Moi j'ai pas envie de dire acheter Limber. Ceci dit, c'est aussi en partageant son expérience que ça peut donner envie à des gens. Je t'ai d'ailleurs proposé plusieurs fois, si tu as besoin de me faire intervenir en tant que justement sur des forums ou des choses comme ça, pour faire du customer testimonial, c'est vachement intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans Limber? Alors, je sais pas si j'imagine que tu as un pitch déjà pour Limber. J'ai un super pitch programmé. Grosso modo, ce qu'on explique, c'est que vraiment, au tout départ, c'est qu'on aide vraiment les entreprises à mieux gérer et distribuer leur contenu. Et en fait, la plateforme se décompose grosso modo en 4 briques majeures et sur laquelle on a mis tout un chapeau collaboratif. Ces 4 briques, c'est la première, c'est évidemment la centralisation du contenu. Donc nous, on va marcher, on va fonctionner non pas comme, on va pas demander aux entreprises de tout réhéberger chez nous, tout leur contenu, ce serait complètement stupide puisque tout ce qu'elles ont fait dans le passé, tout ce qu'elles font sur d'autres plateformes contribue à leur référencement, c'est hyper intéressant. Nous, on va fonctionner plus comme un outil comme Slack et on va indexer en temps réel. On va se connecter à tout un tas de plateformes de contenu et on va indexer en temps réel. Donc les entreprises vont connecter leur blog, connecter leur SlideShare, connecter leur page YouTube, leur page, j'en sais rien, Dailymotion, peu importe leur source de contenu interne, pour dès que quelqu'un de leur équipe, quel que soit l'endroit où il se trouve, lorsqu'il publie un article de blog, et l'article est directement référencé dans la plateforme et visible à l'ensemble des utilisateurs. Mais également, dans cette centralisation, on permet également de faire de la curation. Donc on permet à l'entreprise d'aller connecter, j'en sais rien, les flux du Monde, du Figaro, la Tribune, etc. pour finalement remonter des informations qui pourraient les concerner. La deuxième étape est constituée par un moteur sémantique qui permet d'organiser évidemment tous ces contenus-là. Donc tous ces contenus-là, encore une fois que ce soit les contenus internes à l'entreprise ou issus de la curation, ils vont pouvoir être organisés par mots-clés, par message, par thématique.
Et on va pouvoir donc, dès qu'on a tout notre librairie de contenu en face de nous, on clique sur, je sais pas, cybersécurité ou big data, etc. On clique sur le mot-clé en question et ça va afficher uniquement les contenus qui parlent de cette thématique-là. Donc le moteur sémantique, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller scanner vraiment l'article en question, donc il va aller derrière le flux et il va aller repérer si le mot-clé apparaît soit dans le titre, soit dans le corps du message. La deuxième étape de ce moteur sémantique, qui est une des grosses spécificités de Limber, c'est qu'à partir d'un seul contenu, la plateforme va être capable de l'analyser et d'aller suggérer à l'utilisateur 5, 10, 15, 20, 30 tweets différents que vous allez pouvoir ensuite diffuser sous forme de scénario de publication. En disant, je pars toujours du principe, ce dont je parlais dans la jeunesse de Limber, c'est qu'un contenu n'est pas destiné à être juste poussé une fois sur Twitter, une fois sur LinkedIn, une fois sur Facebook. Déjà, surtout quand on connaît l'espérance de vie d'un tweet, globalement ça sert à... Exactement, l'espérance de vie maintenant je crois d'un tweet est de 45 secondes, donc voilà, au bout de 45 secondes c'est comme si vous n'aviez rien fait. Donc il faut recommencer l'expérience pour remonter en haut des timelines. Et surtout que pour pouvoir finalement pouvoir exploiter au maximum un contenu qui a coûté cher à produire, il faut essayer de l'exploiter dans le temps. Juste pour justement illustrer ça, j'étais on s'est retrouvé au Social Selling Forum vendredi dernier, et effectivement un tweet, il y a 9000 tweets par seconde. Ouais. Twitter, c'est ça, c'est 9000 tweets par seconde, donc forcément l'espérance de vie de votre tweet, c'est vraiment que dalle. Exactement, et du coup, si votre tweet n'apparaît pas au moment où votre potentiel cible se connecte, vous ne la verrez pas. Voilà. Donc il faut essayer être présent un maximum pour être là quand la personne se connecte. Mais il faut être aussi un peu smart dans cette approche-là, c'est pas dire je vais répéter 30 tweets identiques et les poster tous les 3 jours. Ça n'a pas de sens. Ce que permet de faire la plateforme, c'est justement d'aller scanner le contenu et d'aller se dire ah tiens, ça je pourrais m'en servir pour un tweet. Ça, ce sous-titre-là, il est intéressant. Cette citation, elle est vachement bien, on pourrait aussi s'en servir pour un tweet, etc. Et ça, donc on parle de Twitter, mais ça marche aussi sur Facebook, sur LinkedIn, sur Yammer. Aussi, si c'est un format vidéo, on est capable d'aller poster en natif sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter également. Voilà. Là, on parle de la troisième étape de la plateforme, c'est de partager le contenu. Et la dernière étape, évidemment, c'est d'analyser tout ça. Si on n'analyse pas la performance de ce qu'on fait, ça n'a pas forcément de sens. Là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir analyser la performance, évidemment, de vos contenus, hyper important, mais aussi la performance des canaux de communication que vous utilisez. Est-ce qu'on génère plus de trafic et même plus de leads sur Twitter versus LinkedIn versus Facebook, et également par thématique abordée. Toi, ton expertise, c'est vraiment la cybersécurité. Tu pourras dire, j'imagine que tu as fait plein de posts à propos de WannaCry, etc. La grosse cyberattaque qu'il y a eu récemment, peut-être que tu as généré énormément de clics versus une autre thématique qui a été moins performante. Dans ces cas-là, ça va permettre de contrebalancer, de dire, tiens, on devrait s'améliorer sur cette thématique-là versus une autre. Voilà, donc ça, ce sont les 4 briques majeures de la plateforme et sur lesquelles on a mis, donc, comme je disais, tout un chapeau collaboratif qui permet de travailler en équipe sur on va dire, les deux phases du process, c'est-à-dire à la fois en amont, lorsqu'il y a des personnes qui vont ajouter du contenu et distribuer le contenu sur tous les canaux de communication disponibles. Donc ça, entre plusieurs membres d'une équipe marketing, plusieurs membres d'une équipe marketing dans différents pays, différentes filiales, etc., voire avec des agences également. Et puis en aval, on s'est dit que, et on est parti de statistiques très simples, c'est que maintenant l'échange d'informations ne marche, ou en tout cas marche de moins en moins en top-down, c'est-à-dire lorsque la marque parle à l'individu. Maintenant, c'est vraiment du human to human ou du peer-to-peer ou d'individu à un individu, où finalement un CEO va plus lire un contenu posté par un autre CEO, un développeur ça va être la même chose, un consultant ça va être la même chose, etc. Donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait, et comme tu le disais tout à l'heure, impliquer les individus, les collaborateurs, les dirigeants, les partenaires, les ambassadeurs externes sur un sujet donné à relayer le contenu de l'entreprise. Et finalement, c'est dans cette phase aval, on va dire, on va pouvoir évidemment pousser le contenu sur les canaux corporate, mais également associer toutes ces personnes-là qui vont être des relais au contenu postés par les personnes en amont. Et voilà, et ce de façon totalement sécurisée. On a eu, et c'est tout à fait légitime, des commerciaux ou des consultants se disaient autrefois non mais c'est hors de question, vous allez poster tout et n'importe quoi sur mon compte LinkedIn. Voilà. Et nous, ce qu'on a mis en place, ce sont des workflows de modération qui fonctionnent de façon très simple et qui permettent finalement à l'individu qui est relais au contenu d'aller dire par email j'accepte le post, je refuse le post ou je modifie le post. Et ce, voilà, de façon très simple. Et évidemment, la personne qui est
émetteur du message, va pouvoir encore une fois mesurer en temps réel la performance de ses ambassadeurs, des canaux de ses ambassadeurs, etc. Alors ça c'est vraiment important et j'insiste là-dessus parce que moi j'avais clairement cette problématique, c'est-à-dire quand je demandais à mes commerciaux de communiquer sur le contenu qu'on produisait, donc c'est du contenu d'expertise effectivement, on parle du monde de la cybersécurité, c'est du contenu d'expertise. Donc leur faire partager le contenu que je passe mes journées, voire mes nuits à produire, à traduire et à mettre en ligne, je trouvais qu'il y avait un gap entre effectivement la sous-utilisation de ce contenu avec les commerciaux. Alors quand je vais voir les commerciaux, la réponse est ouais mais alors j'ai peur de raconter des conneries, j'ai peur de prendre la parole sur les réseaux sociaux parce que je suis pas à l'aise avec le message forcément publiquement par rapport à tout ça. Donc là c'est bien parce que justement le fait qu'on propose du contenu, le commercial en question, il est sur son ordinateur, son iPhone, il reçoit un mail et effectivement le contenu lui vient depuis moi en fait. Ouais, en tant qu'administrateur, je lui pousse du contenu. Exactement. Donc là forcément le contenu, il se l'approprie. Il est de qualité et puis voilà. il est maîtrisé. Il est maîtrisé. Ouais. Avec le moteur sémantique, moi ça me permet, vu de ma fenêtre, en fait, de proposer déjà des angles différents. C'est-à-dire que je partage pas forcément le même contenu. Enfin, je partage le même contenu en fonction de différentes personnes, mais en fait, le moteur sémantique propose des angles un peu différents en fonction de ce qui a été produit dans l'article. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que justement, j'avais eu cette problématique-là en gros, mais j'avais aussi un retour de ces commerciaux qui me disaient ben oui, mais à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tous partager le même contenu au même moment, ça n'a pas de sens. Et ça répond aussi à cette problématique-là. Donc, on pousse du contenu aux gens qui n'avaient pas forcément envie parce que la peur de publier quelque chose de pas correct. En plus, il y a aussi ça qui est très important en termes de dimension de communication, c'est que la plupart du temps, les commerciaux ne sont même pas au courant de ce qu'on sort en termes de contenu. On parle de sécurité, on parle d'expertise de sécurité, et ils ne voient pas forcément parce qu'ils ne sont pas sur le flux RSS du blog en permanence, ce genre de choses. Exactement. Et là, du coup, ils voient parce qu'ils publient avec leur propre compte de réseaux sociaux. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Alors après, il y a une autre partie du métier que vous ne faites pas encore, mais peut-être que ça va venir, c'est effectivement, moi, ma vraie problématique aujourd'hui, c'est de développer maintenant leur réseau à eux. Donc maintenant, en fait, j'enchaîne sur effectivement du personal branding, du coaching individuel, de développement de la stratégie digitale, de la stratégie individuelle aussi de communication digitale, parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est puisque j'ai le contenu, je le partage à travers leur compte à eux, il faut que eux développent leur propre expertise, leur propre personal branding, et puis effectivement développer leur communauté. Et plus ils auront une communauté grandissante, plus j'aurai d'impact effectivement avec mes campagnes de communication. Absolument. Moi, on aura des bonnes nouvelles à annoncer de ce côté-là à la fin de l'été. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a donné envie au moins d'aller voir. Alors, comment est-ce qu'on fait pour joindre Limber? Alors, je précise que c'est l'URL du site internet, c'est limber.io, io.io, limber.io. De toute façon, tout vous retrouverez sur la vidéo sur l'article de mon blog, vous aurez effectivement tous les liens qui vont bien. Donc, allez voir limber.io. Est-ce qu'on peut communiquer tes coordonnées? Je mettrai tes coordonnées aussi avec tout dans les ressources. Bertrand.barbet@limber.io. Voilà, ça c'est fait. C'est un mec qui en a. Il balance direct, il met son email comme ça. Je peux donner mon numéro si vous voulez. Non, on le mettra dans les contacts. Eh bien, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Alors, non, pas du tout, pas du tout le mot de la fin encore. Moi, j'avais pris des notes et je voulais vraiment préciser ce pourquoi, effectivement, j'ai surkiffé Limber. Donc déjà, alors oui, effectivement, le flux RSS, donc en gros, c'est vraiment un agrégateur de contenu, ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que finalement, on peut aussi se servir de Limber, même de façon primordiale, comme j'allais dire, c'est quoi le NetVibes là, enfin, un outil de veille. Un outil de veille, clairement, parce qu'on peut mettre différents flux RSS, différentes alertes Google par exemple. On met tout ça dans la console Limber et puis ça nous permet justement d'avoir un flux d'informations et d'informations qui nous intéressent, puisque c'est effectivement nous qui allons paramétrer ce flux d'informations. Donc ce contenu, on peut l'utiliser effectivement pour partager le contenu, et qui n'est pas forcément du contenu écrit d'ailleurs, c'est tout type de contenu, il y a de la vidéo, il y a tout ça. Vidéo, images, flux de contenu, PDF. Il y a aussi le fait qu'on peut partager son propre contenu. Moi j'ai un blog, j'ai plusieurs blogs de sécurité et autres d'ailleurs, de stratégie digitale aussi en l'occurrence ici. Mais on peut aussi partager un article du Monde, par exemple, un article du Monde qui est bien écrit, qui nous fait plaisir de partager. On peut très bien le faire aussi via Limber, et ça c'est intéressant. On n'a pas parlé d'une chose, et on y revient, le call to action, c'est juste énorme. On y revient. Je termine sur la liste de ce que je voulais éventuellement évoquer aussi.
Donc pousser pousser du contenu sur les réseaux sociaux d'une population qui ne sait pas toujours justement comment s'exprimer, on vient d'en parler avec les commerciaux. Et de façon scénarisée, c'est ça qui est effectivement... Et de façon scénarisée, répétée. Voilà, pouvoir dire, voilà, c'est pas tout le monde va poster tout au même moment, c'est je vais faire AJ+1, enfin AJ on va le poster sur le compte corporate, AJ+1 ça va être tweeté par le CEO, J+2 par retweeté, parce qu'on gère également les retweets et likes par toi éventuellement, ensuite posté sur la page Facebook voilà, de l'entreprise, etc. Donc tout est vraiment scénarisé et on peut faire une promotion du coup d'un contenu, quel que soit le contenu, sur une semaine, 6 mois, 1 an. Donc ça c'est vraiment important, mais le fait que justement ça adopte à chaque fois un angle un peu différent. Engager une population à travers du contenu, hein, donc ça c'est ce qu'on disait aussi, c'est-à-dire que du coup on utilise les réseaux sociaux de nos collaborateurs, de vos collaborateurs, pour justement engager un petit peu la conversation et diffuser du contenu. Donc eux ça leur permet d'asseoir leur expertise, c'est-à-dire de s'installer en tant qu'expert de la solution, enfin de la solution de son métier, en l'occurrence la cybersécurité, et puis d'autres. Éveiller les populations quant au contenu produit et partagé par mon organisation. Donc ça, bon bah voilà, on vient d'en parler. Le call to action, on y vient. Et après, il y a le leaderboard aussi, ce qui est pas mal, parce que du coup, on peut faire des petits challenges, des petits contests et tout ça. Le call to action, on a un contenu, on le diffuse à travers les réseaux sociaux des collaborateurs, de nos ambassadeurs. Quand les visiteurs de ce contenu vont cliquer sur le lien dans les réseaux sociaux, ils vont cliquer sur le lien, ils arrivent sur le contenu en question. Et là, on peut rajouter une petite pop-up, un call to action. Hein, c'est comment on dit en français, un appel à l'action. On dit un appel à l'action, un call to action. Et en fait, justement, ça va proposer, par exemple, moi ce que je fais de régulier, en fait, quand je suis sur Twitter, je propose du contenu, je mets un call to action, veuillez suivre la page du compte corporate, en l'occurrence, où on pourrait imaginer plein d'autres choses. Je peux par exemple inviter les gens à télécharger un livre blanc. Il y a plein de choses, hein, il y a plein de choses possibles. S'abonner à la newsletter, faire des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment important. Et alors par contre j'ai fait pas mal de test and learn hein, quand même pour bien arriver à quelque chose qui commence à faire de la conversion. Et je ne peux pas te demander de proposer des conseils là-dessus. Je ne peux pas proposer des conseils non plus là-dessus parce que je pense que c'est intimement lié au contenu, au type de à qui le partage. À la façon dont vous le partagez, aux heures auxquelles vous le partagez. Et ça, honnêtement, je pense qu'il y a peut-être une alchimie à trouver entre tout ça. Et pour faire des choses intéressantes, intelligentes, et commencer à convertir du call to action, je pense qu'il faut vraiment pratiquer, et tester, apprendre et modifier, changer. Il y a beaucoup de choses, dans le monde de la stratégie digitale, de toute façon, qui évoluent comme ça, en faisant et en apprenant. Un mot supplémentaire sur le call to action, je pense que je l'ai bien vendu. Non, c'est impeccable. Je suis utilisateur maintenant. Ça fait quand même 3-4 mois. On est quoi? On est au mois de mai. Oui, ça fait quand même 5 mois maintenant que je suis dessus. Donc effectivement, c'est vraiment un bon retour d'expérience. Et le leaderboard, c'est pas mal. En fait, tout simplement, on a un leaderboard, un tableau des gens qui partagent le plus, qui font le plus sur lequel on a plus de clics. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet de mettre des petits challenges. Alors, tiens, question live, temps réel. Je me suis rendu compte, en fait, c'est par rapport au début de l'existence de Limber. Il n'y a pas de time. Juste au-dessus, tu as je crois, tu peux le faire par date évidemment, par mois, par. Ouais, parce que ce qui m'intéresserait, moi, à la limite, c'est de faire par exemple le super leader, le digital leader de la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Le top employé du mois ou de la semaine. On vérifie, sinon tu me développes ça. Absolument. Pour la semaine prochaine. Absolument. Ça serait bien. D'accord. J'ai mis un petit développeur dessus, pas de souci. Bon, c'est tout pour moi. Alors évidemment, il y a plein d'autres choses, plein de sujets connexes parce que on peut travailler aussi sur. On peut parler je parlais tout à l'heure d'employee advocacy, on peut parler de stratégie commerciale, on peut parler de stratégie digitale. On parle aussi vraiment de stratégie commerciale parce que on est dans une ère maintenant où si les directeurs commerciaux, les directeurs marketing, les DG n'ont pas compris que le digital et le social selling c'était juste essentiel, voire vital. Moi j'ai régulièrement l'habitude de dire que de toute façon si vous n'êtes pas dans le digital au sens large, dès maintenant, vous êtes mort, votre boîte est morte, c'est pas compliqué. J'atteste. Les digital natives sont des gens qui font des recherches dans Google, pas dans les pages jaunes. Donc voilà, le bottin c'est fini, hein, donc il faut vivre avec son temps. Voilà, et après en tant qu'utilisateur, j'ai envie de dire que c'est quand même, on vit une époque formidable, comme on dit. Donc voilà. Ce qui est surtout intéressant, nous ce qu'on pense, c'est que le contenu, finalement, ça crée un petit peu un lien entre les équipes
marketing et commercial. Et du coup, pour le moment, effectivement, on l'a pas encore évoqué, on évoquera peut-être dans une seconde interview, on verra, parce que la plateforme évolue, il y a plein de... Évidemment, on a une roadmap longue comme le bras. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, le terrain aussi, le terrain notamment les commerciaux, sont une super source d'information pour le marketing, pour les aider à développer des nouveaux contenus, etc. Et du coup, on est en train de travailler vraiment sur quelque chose de très puissant qui permet à chacun de dire « Ah tiens, ce contenu, il est vachement bien. » Soit il a été fait par un concurrent, etc. Et ben, je vais le remonter direct à mon équipe marketing pour qu'elle s'en inspire ou savoir ce qu'elle en pense et voilà, que notre entreprise fasse un truc de la même idée, quoi. Et oui, alors je sais et pas du si coup, tu ils connais... discutent entre eux, quoi. Absolument, absolument. Mais c'est ça. comme ça que je suis venu au marketing en fait. Je sais pas si je t'ai déjà raconté un peu cette histoire, mais j'ai été commercial pendant 2 ans sur le terrain. J'étais payé en new business, c'est-à-dire que j'avais pas de portefeuille client hein, pour que je gagne ma vie. Il fallait que je fasse de la chasse. Ouais. Donc à l'époque, c'était du call calling. Hein. Ah ouais, j'ai fait du call calling. Donc quand on a vécu ça et qu'on a maintenant tous ces outils, c'est fini. Enfin, je veux dire maintenant le commercial, le Jean-Claude Convenant avec la Zantia, c'est fini quoi. Si ce mec-là est mort. D'ailleurs, ils ont arrêté Caméra Café, c'est fini. D'accord. Bon voilà. C'est fini le call calling, on est dans une ère digitale et il faut faire ça. La façon dont, c'est ce que j'allais expliquer, j'étais commercial, pendant 2 ans j'ai fait du new business, d'accord. Et à chaque rendez-vous avec mes prospects, parce que j'ai pas de clients, j'avais des prospects, je me rendais compte qu'on perdait un temps fou, il y avait plein de choses qui étaient pas faites en amont, le client connaissait pas forcément la marque que je représentais, et en gros, voilà, c'était une demi-heure où je lui expliquais un peu quelle était la marque, qu'est-ce que je faisais là, on avait une relation humaine qui démarrait, c'était un peu tout frais. Et pendant ces 2 ans là, parce que j'étais quand même patron du tout le nord de la France, sur du mid-market, donc j'en ai fait des rendez-vous, je faisais 60 000 km par an, un truc de dingue, une vie ma vie à l'hôtel. Sympa. Et du coup, pendant ce temps-là, moi j'écoutais des podcasteurs américains. Et en fait, je m'est venu à l'esprit déjà de créer un blog, donc c'est pour ça que j'ai commencé par créer un blog de contenu, de stratégie, de contenu qui partageait un peu l'expertise, mais pas du tout de produits. Moi je parlais pas de produits, de solutions de sécurité ou quoi que ce soit dans ce blog, je parlais d'expertise. Parlons de sécurité, faisons ça ensemble, alertons un peu les gens, parce que je m'étais rendu compte dans tous mes rendez-vous qu'effectivement, le gros problème, il était encore une fois entre le clavier et la chaise. Le maillon faible de la sécurité et de la cybercriminalité, il est là, entre le clavier et la chaise. Donc je m'étais dit, on va essayer de faire des choses. Donc on a créé le blog, et puis après pour mes rendez-vous, donc là on était vraiment dans la stratégie commerciale pure. Je m'étais dit, plutôt que de faire une demi-heure de rencontres, voilà, j'avais créé une petite vidéo qui faisait 5-6 minutes maximum, que j'envoyais à mes prospects avant le rendez-vous. Et je disais, voilà, cher monsieur, on se voit dans 2 ou 3 jours, voilà, pour préparer notre rendez-vous, je vous propose de regarder cette vidéo, voilà, ça dure 5 minutes, et comme ça, pendant 5 minutes, je faisais le pitch de la société, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, la personne avait déjà vu ma tronche, comme ça, on voyait, il y avait déjà un petit lien qui était fait. Ouais. Moi, évidemment, j'avais googlisé, parce que, enfin voilà, ça se fait, hein, avant un rendez-vous, on va voir quelqu'un, on tape son prénom et son nom dans Google, et on voit qui c'est, de quoi il s'agit. Et rien que ça, en fait, après, j'arrivais chez le prospect, et pendant 1 heure, on parlait de ses problèmes. On parlait de comment on allait pouvoir justement l'aider à résoudre ses problèmes. Ouais. Et on occultait la partie qui était déjà faite finalement, la partie présentation, voilà. Et ça c'était vraiment important. Donc voilà comment on passe de la stratégie digitale, enfin de la stratégie commerciale, traditionnelle, de l'humain normal, et de la bienséance finalement de 2 personnes qui se rencontrent pour la première fois. Alors avant de savoir s'ils vont pouvoir faire du business ensemble, effectivement, il faut quand même qu'ils se sentent un peu, qu'ils se palpent. Et le commerce, pour moi, c'est de l'humain. Il n'y a rien d'autre que de l'humain dans tout ça. Je suis d'accord. Et voilà. Comment on passe tout simplement de la stratégie commerciale pure à l'ancienne à une dimension digitale, à essayer de trouver des solutions à un problème que cette personne puisse avoir. Voilà. Et faire du business humain. Exactement. Mais faire du business quand même. Oui. M'est-ce que je te laisse le mot de la fin? Écoute, tu l'as pas vu venir celle-là. Hein. Non, merci de m'avoir accueilli. Merci, t'as été super. T'es un super ambassadeur pour Limber. Et même pour je pense, la stratégie digitale au sens large. Je pense qu'il y a pas mal de bonnes pratiques à donner à pas mal de gens. Et je pense que justement l'idée de ton blog est super. Voilà, moi je serais ravi d'aider également toutes les personnes qui seraient susceptibles de vouloir essayer Limber. Ce serait avec grand plaisir. Et puis voilà. Eh bien, grand plaisir. Donc bertrand.barbet@limber.io. Voilà, tout à fait. Et puis sinon, passez par moi, directement par le blog, et vous aurez toutes les coordonnées, tout ça qui vont bien. À très bientôt pour une prochaine interview, vidéo, blog, de ce que vous voulez. C'est des trucs qui vous feront plaisir. D'ailleurs, posez-moi les questions et je fais tout. Type de quoi il faut que tu as des infographies. C'est plus long à faire, mais... Les infographies, ouais. Ah, il faut qu'on se trouve un infographiste. T'as pas ça?
Moi, ce serait bien de mettre ça sur les trucs. Allez, salut. Bye bye.